Bonjour, c'est Smartful, ça fait super plaisir de vous voir, ça fait pas mal de temps là que j'ai pas fait de vidéo, enfin ça fait quelques semaines, et c'est vrai qu'elles sont un peu espacées. Je suis désolé, je reviendrai certainement beaucoup plus fort à la rentrée, avec beaucoup plus de vidéos, je l'espère. J'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos, je vais avoir des choses à raconter. Et là ça tombe bien parce que je me suis dit il faut que je fasse une vidéo pour éviter qu'il y ait un trop gros trou. En plus je vais partir en vacances donc je vais pas faire de vidéos pendant ce temps. Et après, il y a aussi des problématiques techniques, vu que, voilà, avec... bon, bref, je vais pas raconter ma vie, mais voilà, je vais faire de la qualité. Là, je sais pas si le son sera tip-top, j'en suis désolé, mais je voulais vraiment faire une vidéo pour quand même qu'il n'y ait pas trop de temps mort sur ma vidéo, histoire qu'elle soit pas considérée comme morte, et montrer que je suis actif et que j'ai envie d'être actif. Je voulais vous parler d'un point, c'était un point qui me touche beaucoup, que je trouve très intéressant, c'est l'évolution technologique dans le web. Moi, j'ai appris le web grosso modo au début des années 2010, et le web tel que je l'ai connu au début des années 2010 n'a rien à voir avec le web d'aujourd'hui, de 2020. C'est assez embêtant parce que tout ce que j'ai appris au début de la décennie, et bah boum, tout n'a pas disparu, il y a des choses, il y a des fondamentaux que j'ai gardés, mais il y a eu beaucoup de choses nouvelles à apprendre, ce qui fait que voilà, je ne peux pas vraiment capitaliser sur totalement 10 ans d'expérience. Donc ça, c'est un peu embêtant, et donc je pensais vous parler des évolutions du web durant la décennie. Et ce sera aussi l'opportunité de faire une extrapolation, de parler même de l'avenir. Alors ce sont aussi des sujets présents, mais qui ne sont pas totalement... donc ça concerne aussi l'avenir. Et voilà. Puis après, je terminerai aussi certainement sur ce que j'apprends en ce moment, et vous vous direz, mais pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Et je me pose cette question, ce qui atténue beaucoup ma motivation, mais bon, on verra. Donc on commence tout de suite. Alors au début des années 2010, alors j'ai fait un schéma. Ouais, bon, voilà. J'ai pas envie de tout vous montrer. Le mieux, c'est si je cache une partie. Ok, hop. Donc, au début des années Voilà, au début des années 2010, on était sur du monolithique où tout était, on avait une page web où on avait tout. C'est-à-dire qu'on avait du PHP, du SQL, du JavaScript et du HTML sur la même page. Et en fait, on avait donc l'ordinateur client qui venait requêter une page, et sur cette page, attends, je vais quand même vous laisser le truc, et sur cette page, eh bien, voilà, on demandait donc à la fois la vue, et puis s'il y avait des traitements à faire, eh ben, ils étaient faits en PHP. Et si on devait prendre des données, eh ben, on les prenait dans la base de données. Et puis si l'utilisateur remplissait un formulaire, eh ben, c'était traité en PHP, et c'était donc après enregistré dans la base de données. Bon, voilà comment se faisait un site en 2010. Alors il y en a qui vont dire, ouais, non, c'est pas 2010 et tout, on va pas... voilà. Je simplifie peut-être un peu les choses. Il y avait le MVC qui était peut-être arrivé au début 2010, mais moi je l'ai appris plus tard, et il y avait beaucoup d'entreprises qui ne l'utilisaient pas. Donc même s'il y a des principes qui existaient avant, je parle on va dire, d'une maturité globale d'un marché. D'accord, qu'on soit d'accord là-dessus. Peut-être que même dès les années 90, on parlait d'MVC, mais dans les faits, c'était pas mis en œuvre. Donc voilà, le problème de ça, c'est qu'on avait du code dégueulasse, hein, on avait des pages qui faisaient 10 000 lignes, voire peut-être plus, parce que tout était fait sur la même page, donc c'était difficilement maintenable. Pour répondre à cette problématique, donc là je vais pouvoir enlever ça, pour répondre à cette problématique, on a fait, je vais mettre là, on a fait ce qu'on appelle l'architecture MVC, donc pour modèle vue contrôleur. Quel était l'avantage de ça? C'est qu'on a splitté en fait le modèle, le contrôleur et la vue. Donc la vue, c'est ce que l'utilisateur voit, donc il requête, il demande voilà, une page, et il va recevoir une vue. Voilà, donc l'utilisateur au final c'est tout ce qu'il a à faire, et là-dedans il y a du HTML et du jQuery ou du JS. Euh, mais voilà, il peut y avoir donc un routeur qui va dire ok, je demande telle action. Pour ça, le contrôleur, c'est en gros un dispatcher qui va requêter, tiens, il me faut telle information qui est dans la base de données, mais il ne passe pas directement par la base de données, il passe par un modèle qui est un ORM. Bon, un ORM, c'est un système qui permet de faire plus facilement des requêtes, enfin, c'est une couche d'abstraction sur la base de données, donc on n'a pas besoin de faire du SQL. Moi, personnellement, je maîtrise assez bien le SQL, donc j'en ai pas vraiment besoin, mais bon, c'est vrai que d'un point de vue code, c'est peut-être des fois plus clair, ça permet d'éviter, quand on fait appel au modèle, voilà, on n'a
n'a pas un autre code dans la page. Donc ça facilite quand même la maintenance, ça permet aussi d'avoir beaucoup moins de lignes de code et de comprendre aussi ce qui se passe. Donc voilà, lui donc il prend les données et puis après il peut faire appel à des services qui vont faire des traitements de données et il va remettre les données dans une vue qui va être restituée à l'utilisateur. Donc ça permettait voilà, d'avoir ça, mais en beaucoup mieux architecturé, donc de faciliter la maintenance, de faciliter la création de nouvelles, comment dire, fonctionnalités. Et alors en PHP, on avait Symfony et on a encore un Symfony et Laravel pour faire ça. Moi, quand j'étais chez Twim, on était un peu dans cette configuration-là. J'étais chez Twim de 2016 à 2018, donc voilà, même en 2016-2018, il y avait des entreprises qui étaient dans cette configuration. Pour les personnes qui diraient, tiens, tu me disais que depuis début 2000, on avait ça, mais non, on avait ça. Parce que je crois que le MVC, ça existait quand même depuis pas mal de temps, mais globalement, ça a été dans les entreprises plutôt vers la moitié en fait des années 2010, même si en 2016, il y avait encore des entreprises qui étaient là. Mais je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait un peu marqué. J'ai dit, tiens, vous n'utilisez pas d'MVC. Bon, et on le payait lourdement, hein. C'était dur quand même. Avec du MVC, c'est quand même largement mieux organisé, c'est beaucoup plus simple. Par contre, bon, il y a aussi d'autres problématiques. Déjà, il faut apprendre le framework, donc que ce soit Symfony ou Laravel, il faut quand même savoir les utiliser, et s'il y a un existant, il faut construire, voilà, il y a un coût, il faut pouvoir migrer l'existant dans le framework, il faut pouvoir réordonner, ce qui peut prendre du temps, et ça apporte directement pas de business, et donc convaincre le DG de réorganiser le code, il peut ne pas comprendre s'il n'a aucun background technique et qu'il ne voit pas le problème et qu'il se dit les bugs c'est parce que les développeurs sont nuls. Non, mais il faut qu'ils aient le temps aussi de pouvoir faire leur travail et d'organiser. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais parti, c'est que on voulait pas passer de ça à ça. Or, c'était une évidence que les frameworks c'était quand même largement mieux. Mais c'était pas fini, parce que vous voyez qu'il y a le bas, et je vais mieux organiser le truc. C'est pas fini parce que c'était pas tout. On avait voilà, un autre truc qui s'appelle les architectures orientées services ou les microservices. Je préfère le terme d'architecture orientée service, c'est beaucoup plus global parce qu'on peut avoir qu'un seul service dans le truc. Et l'idée c'est de découper, comme vous voyez ici, l'application, enfin une API et une application client. L'intérêt primaire, c'est qu'on puisse avoir différents devices, donc que ce soit l'utilisateur sur son ordinateur ou l'utilisateur sur son smartphone, qui peuvent aller requêter l'API. Et donc on n'est pas obligé d'avoir une application mobile à côté, on aura la même API, ou on peut avoir une application mobile, tu vois là je dis que c'est une app client, mais on peut avoir une app mobile qui va requêter l'API. Donc là je pars du principe qu'on a une... J'ai peut-être fait une petite erreur en fait, j'aurais dû faire application mobile. On peut avoir une application mobile, on peut avoir une app client, ils vont requêter la même API. Donc toute la logique entre guillemets métier sera dans l'API. Il n'y aura que entre guillemets voilà, du JS et du HTML ou du Swift ou du Kotlin côté Android ou iOS, et on va prendre une API. Le deuxième point d'intérêt, alors je vais reprendre Twim. Avec Twim, qu'on était... Donc, oui, on est là. Qu'on était là, quand on avait besoin de faire de connecter le logiciel à un autre. Alors il y avait un cas très particulier, enfin non pas si particulier que ça, où en fait on a un client qui avait un client qui utilisait un logiciel et il voulait que les bons d'intervention qui ont lieu chez le client puissent se répercuter sur les bons d'intervention qu'on avait chez Twim, et que les actions qu'on fait chez Twim puissent se mettre à jour aussi les bons d'intervention du client. Et donc pour cela, on devait utiliser des web services et on a dû contacter le logiciel qu'utilisait le client du client pour pouvoir justement faire une interopérabilité, enfin pour pouvoir connecter en fait les différentes actions. Ce qui était enfin voilà, ce qui n'était pas forcément le plus simple, ça a beaucoup galéré à cause de problématiques de communication. Et alors qu'avec cette architecture orientée service, justement, les entreprises ont... ils avaient une API, mais avec ça, en fait, ça facilite justement l'interopérabilité. Par exemple, on veut demander... on a une application
on a une application d'agriculture, on a envie donc de faire un calcul, et pour cela on a besoin d'interroger la météo. Et bah notre API va interroger une API externe de météo qui va prendre la météo actuelle, faire des calculs par rapport, je sais pas, au taux d'humidité, et renvoyer un résultat. On n'aura pas besoin d'appeler une entreprise de météo pour pouvoir... Il y a des services qui sont très simples, où on aura simplement besoin de se connecter. Alors, il faut des fois payer, des fois c'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire. On aura besoin, voilà, simplement de faire les choses en ligne, et ça se fait rapidement, c'est beaucoup plus simple. Et donc, cette architecture permet justement de faire en sorte que les logiciels puissent se connecter beaucoup plus facilement entre eux. Donc voilà, il y a des systèmes de documentation pour l'extérieur et des systèmes d'authentification qui sont faits pour ça. On parle principalement des API REST. Voilà, il y a les API aussi GraphQL, et quand j'étais chez Twim, c'était du SOAP qu'on faisait, c'est aussi quelque chose qui est assez utilisé, même si maintenant on parle surtout des API REST et GraphQL. Il y a aussi les API gRPC, j'ai entendu ces derniers temps. Alors la problématique de ça, c'est que, enfin c'est pas une problématique, mais alors, je peux enlever la page blanche. Mais maintenant, on a encore une autre évolution. Donc moi, quand je commençais à... J'ai commencé donc en 2010 avec ça. Après, je me suis mis à ça. Donc après, il faut savoir utiliser les frameworks, il faut se former dessus. J'ai commencé vers 2016, justement, avant de rentrer chez Twin. Donc c'est pour ça que ça... Ah merde, il n'y a pas on n'utilise pas de framework, c'est un peu embêtant. Mais bon, voilà. J'ai quand même été là-bas et j'ai quand même appris pas mal de choses. Et une fois que j'ai commencé dans mon temps libre à bien comprendre ça, j'ai entendu parler des architectures orientées service. Ah ok, bon, un nouveau truc à apprendre. Et maintenant que, alors je suis pas encore tip top sur toute la chaîne, mais j'ai quand même une vision assez globale là-dessus. On me dit en fait, ça c'est fini, maintenant on a du BaaS. Donc BaaS c'est du Backend as a Service, c'est-à-dire que le backend, à la limite, plus vraiment besoin de le faire. Les GAFA le font. On a des services pour la data, donc on se tape plus la tête avec la base de données. En fait, on a des services pour la data, on a des services pour le stockage, on a des services annexes pour différents types de fonctions, par exemple l'authentification ou autre. Et en fait, on se concentre sur l'application client qui va servir nos différents devices. Alors que là, bon, pareil, j'ai fait cette petite erreur en disant que là, ce sera une progressive web app, donc c'est pas forcément faux, mais c'est vrai que ce sera mieux d'avoir une application native pour le téléphone. Ce sera plus rapide, plus soft, mais des fois on n'a pas forcément le choix, donc la progressive web app sera aussi très très bien, donc c'est pas forcément faux. Donc voilà, donc en fait, où on se concentre aujourd'hui exclusivement avec ça, donc par exemple, un des exemples, c'est avec une app client qui serait fait en React avec du Firebase, donc Firestore pour pouvoir stocker la donnée. Et Firebase est aussi une solution d'authentification. Je ne sais pas s'ils ont du stockage. Le stockage, celui qui est très connu, c'est S3 de Amazon. Donc voilà, on peut faire aujourd'hui une application complète en utilisant en fait donc du BaaS, du Backend as a Service. On parle aussi de serverless. Alors serverless, il y a, enfin, ouais, le terme, voilà, il y a peut-être des spécificités, mais Backend as a Service, je pense que ça parle à tout le monde. Serverless aussi. Et donc on se concentre sur notre application client. On n'a plus besoin de se casser la tête à faire des API, à faire du back-end. Ça, c'est fait par les GAFA. Ça pose des problèmes. Quel est le problème principal que ça pose? Ça pose le problème peut-être des fois du contrôle. On a envie de tout contrôler. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant. C'est vrai que tout est fait par les GAFA. Ça peut être un peu chiant de se dire, tiens, toute ma logique métier est fait chez les GAFA. En même temps, il y a pas mal de choses qui sont faites dans le côté application client. C'est-à-dire que on se contente plus de faire simplement de l'ergonomie. Il y a aussi une logique de calcul qui peut être fait côté client. Et l'autre point dont je voulais parler, c'était l'arrivée du no-code. Donc l'arrivée du no-code, c'est... excusez-moi, je vais... ah, je suis désolé. Donc l'arrivée du no-code, c'est qu'on n'a même plus besoin en fait de se prendre la tête à faire une application client. On fait du clic-bouton, on a notre application et puis ça se lance et puis après on le met sur différents services. Alors je ne connais pas beaucoup de no-code, mais je sais que ça arrive et peut-être que ça va changer, bouleverser encore le milieu du développement web ou mobile ou mobile. Donc voilà, il y a des services comme Airtable qui permettent de
de remplacer les bases de données, des services comme Bubble apparemment qui permettent de faire des applications clients. Donc voilà. Je voulais finir sur un point en ce moment, qu'est-ce que j'apprends? Ça peut sembler con, j'apprends Go. Go, c'est un langage principalement pour faire des API, donc peut-être que je passe du temps à apprendre quelque chose qui ne me sera pas utile vis-à-vis de l'évolution du marché. Mais bon, on verra. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que je vous ai appris pas mal de choses, que ça vous a intéressé. Et voilà, c'est violent le développement web. Vous vous rendez compte, il y a eu 4 révolutions, 4 changements drastiques en 10 ans. C'est quand même assez fou. Et c'est pas fini. Et voilà. En même temps, c'est cool parce que bah, le marché évolue. Donc, c'est pas un marché qui est statique. Ça, c'est chiant des fois dans un marché où il n'y a aucune innovation. En même temps, c'est vrai que ça amène à apprendre constamment et jamais avoir des bases fortes et solides sur un domaine, et ça, c'est un peu déstabilisant. Bon, je vous souhaite d'excellentes vacances, hein. On est le 1er août aujourd'hui, donc bah voilà, on est en pleine vacances, je vous souhaite d'en profiter, peut-être que vous en avez profité en juillet, peut-être que vous allez en profiter en août, moi je vais en profiter en août, et je vous dis à bientôt.